Alors, on est parti. Thomas Braille est élagueur professionnel. Ce jour-là, il n'est pas venu pour tailler cet arbre, mais pour attirer l'attention sur son sort. Comme des centaines de spécimens sur cette berge de la Seine, cet arbre est menacé d'être prochainement abattu. Donc, il y a la Seine Le département prévoit de les couper pour transformer cette route, la RD7, toujours embouteillée, en une 4 voies. Alors je me trouve aujourd'hui à Saint-Cloud où l'intégralité de tous ces arbres ici, vous voyez, vont être abattus. Derrière moi, vous avez la Seine. Ce militant, défenseur des arbres, se met régulièrement en scène dans des vidéos qu'il diffuse ensuite sur les réseaux sociaux. On ne peut plus se permettre ça aujourd'hui. S'il fait de plus en plus chaud sur la terre, comme je le dis souvent, c'est parce qu'on a un déficit d'arbres. Voilà, on espère que ces arbres vont vivre et qu'on va enfin prendre conscience qu'on a besoin des arbres. Merci, bonne journée. Un arbre, il est fait pour vivre dans le calme, il est fait pour vivre en forêt, il est fait pour vivre avec le son des oiseaux, le son des rivières. Et là, on les prend, ces arbres-là, comme du mobilier urbain, comme des lampadaires. On les met ici, on les soumet à tout ça. Et débrouille-toi, fais-nous du verre, fais-nous de l'oxygène. Et ensuite, un beau jour, on se réveille, on se dit « Oh ben non, tu nous as rendu tous ces services-là, mais tu sais quoi, pour te remercier, on va t'abattre. » Je trouve ça génial, en fait, comme idée. Voilà. Avec son association, le groupement de surveillance des arbres, Thomas Braille dénonce les abattages partout en France. Il popularise son combat en diffusant largement ses vidéos. Le militant a déjà gagné des batailles dans le Tarn, l'Hérault et plus récemment en Bretagne, grâce à ses actions médiatiques. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu le massacre qui a déjà été fait, regardez sur le côté. Partout où il passe, il mobilise les citoyens. C'est un patrimoine historique de la ville. On ne peut pas se permettre d'abattre un arbre sous prétexte qu'il ne nous plaît plus ou qu'on veut le changer. Pour faire piller les collectivités ou les promoteurs, il s'accroche aux branches des sujets menacés et rallie à sa cause des personnalités comme le comédien Bruno Solo. Parce que tu es notre baron perché et on a besoin d'avoir ce regard un petit peu en hauteur, sur les cimes, pour regarder nom de nom, voilà, ceux qui sont susceptibles de nous sauver, qui veulent nous aider, les arbres veulent nous aider. Si Thomas Braille est venu ce jour-là s'accrocher à un arbre, c'est pour soutenir le combat des habitants de ce quartier, à cheval entre Saint-Cloud et Suresnes. Ils sont en plein bras de fer avec le département pour sauver leurs arbres. L'enjeu de la bataille, c'est cet écrin de verdure, long de 4 km, situé en bord de Seine. Des platanes, des ormes, des chênes. Un environnement bucolique où se sont installées de nombreuses péniches. Toute cette verdure devrait être sérieusement amputée en 2023. Voici ce que montre le site du département. Le projet prévoit d'élargir la circulation des voitures sur 2 fois 2 voies et de créer une piste cyclable. Les bords de Seine seraient bétonnés et aménagés en promenade pour les piétons. Les arbres actuels seraient abattus. Pour compenser, d'autres seraient replantés ailleurs. Mais le militant ne croit pas aux promesses du département. Pour un gros abattu, on nous en replante 2 petits. Mais il n'en faudrait pas 2 petits, il en faudrait 100 ou 150 petits pour avoir... Ce qui importe, c'est le même nombre de feuilles. Et ça, vraiment, le martèle du matin au soir. Les gens cherchent ça, la végétation, respirer. Oui, bien sûr. Profiter de cette nature. Oui, parce que c'est un non-sens. C'est un non-sens à l'heure actuelle de faire des projets pareils. Quand on plante un arbre, aujourd'hui, on doit dire c'est un acte. On le fait, on doit attendre qu'il ait jusqu'à sa sénescence, qu'il soit vieux et qu'il soit malade et qu'on doit l'abattre parce qu'il est dangereux. On n'est pas des extrémistes. Moi, j'abats des arbres. J'ai aucun problème avec ça quand ils sont dangereux sur le domaine public. Mais on ne peut pas se permettre d'abattre un jeune arbre. Des arbres comme ça, c'est des bébés. Un platane, ça vit 500, 600, 700 ans. Là, ils ont 80 ans. Rendez-vous compte, c'est comme si vous abattiez un chien à 5 ans. Les résidents des péniches ont pris la tête de la fronde. Je suis désolé, il fait très beau. Isabelle Marchand habite sur l'une d'elles. Si les arbres sont abattus, elle et ses voisins devront renoncer à leur petit royaume protégé. C'est ce qu'ils ont découvert au printemps dernier sur les plans d'urbanisme du département. En fait, on voit ici l'état actuel des berges. Donc on voit les 3 voies de circulation. Et en fait, on voit bien sur l'état projeté tel qu'ils veulent le faire que les voies de circulation
vont reculer vers la Seine. Donc pour faire ça, ils coupent tous les arbres. Les croix rouges qui sont là, c'est tous les arbres coupés. Et ils bétonnent ici avec des murs de soutènement en béton pour soutenir cette promenade et avec quelques plantes vertes pour habiller un petit peu le dessin. Voilà. La disparition des arbres et l'augmentation du trafic signifieraient plus de bruit et plus de pollution. Les péniches pourraient bien perdre de leur agrément et de leur valeur. Les habitants, pour la plupart propriétaires, se sont constitués en association. Ils bénéficiaient jusque-là d'un environnement privilégié, comme ce petit chemin privatisé, inaccessible pour les promeneurs. Quand on regarde comme ça, on arrive, on se dit « Bon, alors vous avez envie de préserver votre petit pré-carré ». Les gens peuvent penser ça, ils se disent « Ils ne pensent pas aux autres, aux automobilistes qui ont besoin de circuler ». Tous les gens qu'on a interrogés dans Saint-Cloud, sur la passerelle notamment, qui n'habitent pas en bord de Seine, mais qui habitent dans Saint-Cloud en général, sont tous effarés de ce projet. Donc il n'y a pas que les habitants? Ah bah non, Pas du tout, tous les bateaux riverains nous ont suivis. Dès qu'on les a contactés, ils nous ont rejoints. Et c'est pas du tout un mouvement des bateaux. C'est tout le monde souhaite préserver les arbres. Les habitants défendent leur cadre de vie, mais ils ont aussi de vrais arguments écologiques. Selon eux, les pouvoirs publics n'auraient pas pris en compte les espèces animales qu'abritent ces arbres. Il y a beaucoup de choses qui sont évacuées en une phrase en disant non, c'est pas grave, c'est des espèces communes, il n'y en a pas beaucoup. On a été voir sur toute la RD7, on a observé que 4 nids, c'est sans doute que des pies et des pigeons de toute façon, donc c'est pas grave, l'impact est faible. Alors qu'effectivement, nous, en tant que riverains, en tant qu'habitants de ces quais, on les voit, les oiseaux, tous les jours. Pour appuyer leur combat, le numéro 2 de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, est venu apporter sa contribution à l'enquête publique actuellement en cours. Ça va bien ? Depuis quelques jours, il fait un inventaire de la faune qui vit le long du fleuve. Les arbres menacés servent d'abri et de garde-manger aux oiseaux. Ils sont synonymes de biodiversité. Là, on voit les insectes qui volent et tout ça. Ils ne seraient pas là s'il n'y avait pas ces arbres. L'oiseau, il est un peu en haut de la pyramide. Mais en dessous de l'oiseau, il y a végétation, il y a insectes, il y a tout un tas de vie qui s'équilibre ici. Donc, regardez, il y a une sterne Pierre Garin là, qui passe. Alors, il y a les hirondelles là, qui sont au ras de chez nous. Là, voilà la bergeronnette des ruisseaux qui vient d'arriver juste là. Tout ça, c'est un ensemble merveilleux. Ce jour-là, nous avons pu filmer quelques spécimens. Le défenseur des oiseaux aurait compté une trentaine d'espèces, dont 14 protégées. Toute cette biodiversité, on en a besoin. L'homme ne peut pas survivre à la biodiversité qui disparaît. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Et pourtant, on continue. C'est indigne. Selon les riverains, donc on part par là-bas. Dans le dossier de l'enquête publique, le département minimise le nombre d'arbres menacés. 64 sur la commune de Suresnes. Ce matin, ils ont décidé de les recompter un par un. Le premier, c'est là-bas, c'est le premier platane. Donc ça, c'est l'alignement de platane. Quand on a regardé le plan, on s'est aperçu en regardant juste, qu'à certains endroits, ils annonçaient 3 arbres coupés, alors qu'il y en avait 8 ou 9. Or, on sait qu'ils sont obligés de tout couper pour construire la route. Donc on voudrait comparer ce qui est annoncé par le département et la réalité sur le terrain du nombre d'arbres pour savoir si c'est une simple erreur ou est-ce que c'est une énorme erreur sur le dossier. Isabelle note et tu comptes, Tom? Ouais. Alors le premier, celui-ci, un deuxième ici, le reste c'est trop petit, un troisième. L'autre fin, 66. 67 derrière. 156, le voit d'ici. Ça, c'en est pas un. Ça, c'est mort. Il ne faut pas le compter. 157. Voilà le dernier arbre de Suresnes. 158e. Rien que sur la ville de Suresnes, les habitants ont compté 158 arbres au lieu des 64 annoncés. Donc le dernier arbre de Suresnes, c'est bien celui-là. 158 au lieu de 64. Normalement, les faits qui sont mis dans le dossier sont des faits avérés et qui sont vérifiés. Et là, il y a une énorme différence. J'ai l'impression qu'on ne dit pas toute la vérité aux citoyens. Si on fait l'extrapolation sur Saint-Cloud,
on en frémit. C'est beaucoup plus de... Ils annoncent 423 arbres à abattre. En fait, il va y en avoir plus de 1000. C'est horrible. Et on ne compte même pas la végétation des berges, tout ce qui va sauter avec le projet. Au-delà des batailles de chiffres entre le département, les municipalités et les riverains, Thomas Braille veut ouvrir un autre front. Il a décroché un rendez-vous avec le ministère de l'écologie. En théorie, il y a une loi qui protège les arbres. Elle interdit l'abattage des arbres d'alignement qui sont plantés le long des routes et des avenues, comme ceux de Suresnes. C'est écrit dans l'article L350 du Code de l'environnement. Les alignements d'arbres qui bordent les voies de communication font l'objet d'une protection spécifique. Mais ce texte autorise beaucoup de dérogations. Par exemple, lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée. Lorsque la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures ou pour les besoins de projets de construction. Avec d'autres défenseurs des arbres, Ça va, Georges? Thomas Braille veut faire changer la loi. Non, écoute, c'est très bien. Les dérogations au texte de loi qui protègent les arbres, il y en a trop, quoi. Il y a trop de dérogations encore. Il faut qu'on retravaille ces textes. Il y a des choses qui sont contradictoires et on s'aperçoit que dans ces textes, en fait, il y a très peu de phrases qui sont pour la préservation de l'arbre, contrairement à toutes les dérogations qu'il y a derrière. Donc, c'est la porte ouverte, en fait, à toujours trouver le petit détail qui va bien aller à la personne pour dire, ben moi, je vais me servir de cette dérogation pour abattre les arbres, quoi. Et ça marche pas, quoi. Voilà. C'est bon? Super, merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Nous ne serons pas autorisés à filmer la rencontre. Ici, Thomas Braille n'est pas un inconnu. Il y a 2 ans, il est resté perché 28 jours dans un platane sous les fenêtres du ministère de l'Environnement. À l'époque, le militant avait même réussi à faire grimper dans son arbre la star Juliette Binoche. Oui, est-ce que tu me ferais le plaisir aussi d'être marraine du groupe national de surveillance des arbres que j'ai créé déjà depuis plus de 4 mois? Je suis obligée de te dire oui. Voilà. Bon, eh bien, À bientôt. En tout cas, merci. Sur d'autres arbres. Ouais, merci Juliette, c'était vraiment sympa d'être montée. La rencontre au ministère aura duré 2 heures. À la sortie, les militants restent sur leur faim. Les rapports qu'on a avec eux sont toujours positifs, le travail qu'on a avec eux, il est positif. Mais il y a une volonté quand même. Oui, mais maintenant, il faut qu'on arrive. Après, dans le contenu, on voit bien que on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore. Ils nous écoutent, ils nous entendent. Mais jusqu'à aujourd'hui, encore, on ressort encore du ministère, et je pense que ça va durer encore un petit moment, sans avoir la certitude que tous ces arbres-là, qu'on voit ici, les alignements, ils sont protégés. Et c'est chaque fois pareil. Donc, on avance, j'ai envie de dire qu'on avance, mais on ne voit encore rien venir, quelque part. Sur les bords de Seine, rien n'est encore joué. Le sort des arbres est entre les mains du commissaire enquêteur qui dirige une enquête publique. Il n'a pas le droit de s'exprimer. Nous retranscrivons la substance des propos qu'il nous a tenus lors d'une rencontre informelle à la mairie de Saint-Cloud. Si j'émets un avis favorable à l'abattage des arbres, je peux vous garantir que j'y mettrai aussi des réserves. Il y a des propositions qui m'ont été faites. Moi, j'écoute les idées. C'est ce qui m'intéresse dans cette affaire. Le commissaire enquêteur a rendu finalement un avis favorable au projet. Il n'a fait aucune réserve concernant l'abattage des arbres. Défendre les arbres, c'est aussi devenu pour des habitants un moyen de faire barrage à des projets d'agrandissement ou d'aménagement urbain. En périphérie de Montpellier, la petite commune de Castelnau-le-Lez a un gros besoin de s'agrandir. Parmi les projets qui sortent de terre, ce chantier d'un futur lotissement, le Clos des Oliviers. 32 appartements, livraison prévue en 2023. Problème, sur la petite route qui mène au chantier, vit ce chêne vert âgé de 150 ans. Et le passage des camions ne l'épargne pas. Tous les jours, une dizaine d'engins de 30 tonnes roulent sur les racines du chêne et malmènent son feuillage, comme le montrent ces vidéos amateurs. Parfois sans trop de dommages, parfois avec de la casse. Pour protester contre le chantier, des riverains ont même été portés à la mairie une des branches brisées. À la tête de la fronde, le propriétaire du chêne, Christophe Manichetti. L'histoire de cet arbre,
c'est aussi l'histoire de sa jeunesse. Je suis resté ici de 6 ans jusqu'à 26 ans. Voilà, c'est une grosse partie de moi-même. Et donc c'est voilà, l'arbre de mon enfance, c'est l'arbre de la famille, c'est l'arbre qui nous accueille, c'est l'arbre qui nous protège, c'est beaucoup de souvenirs. Énormément de souvenirs. Ouais. Typiquement, je m'amusais très souvent à monter dans l'arbre, déguisé en militaire, et je montais la garde. Je surveillais un petit peu la maison dans cet arbre-là. On a beaucoup joué, hein, vous pouvez voir. Ça me rappelle aussi beaucoup mon grand-père, hein, qui est décédé il y a 2 ans. Il y a aussi ce combat-là de valeur et un peu le relais. Et si j'arrive pas à protéger le chêne... Christophe a emmené dans son combat une 50aine de personnes. Des voisins et des habitants des communes alentours. Ils se relaient chaque jour pour faire barrage aux camions et les empêcher de passer. Les poids lourds du promoteur sont obligés de faire un long détour par un tout petit chemin pour accéder au chantier. Les militants ont même réussi à intéresser au sort de leur arbre un des botanistes les plus célèbres de France, Francis Allais. Il ne rouspète pas si on le martyrise et il ne peut pas se sauver. Mais il est vivant, il est même encore plus vivant que vous et moi, puisque, si j'ai bien compris, il a 150 ans. Ça risque pas de nous arriver, ça. Non, c'est très important. Puis en plus, c'est une formidable source d'oxygène pour tout le quartier. Et un puits de carbone gigantesque. Donc, la respiration dans ce coin de Castelnau, ça dépend d'arbres comme ça. Je ne dis pas qu'il est le seul, mais tous les arbres sont précieux. Cet arbre est d'autant plus précieux qu'il abriterait une espèce d'insecte protégé, le grand capricorne. Avec son association de défense, Christophe s'est alloué les services d'avocate spécialiste de l'environnement. Dès lors qu'il abrite une espèce protégée, en l'espèce le coléoptère, le grand capricorne, il est protégé. Et vous ne devez pas détruire, démolir, affecter cet habitat-là. Toute atteinte est punissable pénalement. C'est une histoire de valeur, une histoire d'humanisme, une histoire d'empathie, une histoire d'écologie. Et on est à un point où aujourd'hui, le volet juridique est le seul volet où on peut essayer de se faire entendre, on ne lâchera pas. La bataille judiciaire autour du chêne dure depuis le lancement du projet, il y a 6 ans. De son côté, le promoteur a attaqué en justice les défenseurs de l'arbre pour entrave au droit du commerce. Les juges doivent se prononcer dans les jours qui viennent. Il a accepté de nous rencontrer. Sauver un arbre, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est une valeur qui est positive et qui va dans le bon sens, dans le sens de l'humanité, on va dire, hein, globalement, qui va dans le sens de tout le monde. Mais moi, je ne viens pas toucher l'arbre. Hein. L'arbre, il est sur une propriété privée qui est en dehors, qui est à pratiquement plus de 100 mètres du terrain sur lequel aujourd'hui j'interviens. Mes camions ne touchent pas, à proprement parler, le tronc. Ils viennent éventuellement toucher un petit peu le feuillage, mais pour autant, ils ne viennent pas abîmer l'arbre. Donc je pense que ça va au-delà de la préservation de l'arbre. Selon le promoteur, la protection du chêne ne serait qu'un prétexte pour faire capoter le chantier. C'est aussi le point de vue de monsieur le maire. Il défend le projet de lotissement au nom de l'intérêt des populations. Il y a des personnes, ça fait 1 an qu'ils attendent un logement quand même. Hein. Ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a 32 familles avec des gamins. Ils attendent. Oui, non, mais il faut. On va pas les. Je vais pas faire un jeu de main, ouais, mais on va pas les mettre dans un arbre. Hein. Il y a un permis qui doit s'appliquer. Il serait dans le domaine public, on aurait fait les choses. Mais là, l'arbre est chez un propriétaire privé qui refuse, il faut dire les choses, qui refuse l'accès sur le domaine public. Il s'est approprié le domaine public. Voilà, point. Ce soir, les habitants se sont réunis pour entendre la décision de justice. Thomas Braille, le militant qui grimpe dans les arbres, est venu les soutenir. Les 2 avocates arrivent avec la décision du tribunal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présents ce soir. Donc nous avons une lourde tâche ce soir, c'est vous informer de cette décision tant attendue,
que nous espérions positive. Donc je vais lever le suspense, c'est une décision négative. Je viendrai sur le fond de l'affaire, mais je préfère vous prévenir notamment pour l'avenir, puisqu'aujourd'hui il y a une condamnation sous astreinte à hauteur de 2 000 € par jour. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen qui se mobilisera à l'avenir pour prendre la défense de ce chêne est susceptible d'assumer une condamnation à hauteur de 2 000 €. Aujourd'hui, vous êtes sanctionné pour vous être investi pour protéger cet arbre. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut en arriver à ce jugement-là. C'est incompréhensible. C'est de l'injustice. Vous êtes abattu, on va dire. Non, pas abattu, mais terriblement révolté en fait. Thomas Braille, lui, tente de remonter le moral des troupes. Sachez une chose, c'est que ce que vous faites là aujourd'hui, ça va servir pour d'autres arbres. Nous, au sein du GNSA, on voit des arbres tomber tous les jours, je vous le dis clairement. On arrive à en sauver, on a des jurisprudences. Mais sachez une chose, c'est que le combat que vous menez là, il n'est pas perdu. Parce qu'aujourd'hui, on a tous compris que l'arbre, il est en haut de la pyramide. Sans l'arbre, il n'y a pas de possibilité d'avoir de vie sur Terre. Donc, c'est pas perdu, c'est quelque chose que vous devez faire et vous le faites très bien, en tout cas. L'association des défenseurs du chêne a décidé de faire appel. En attendant, les riverains ont dû arrêter le blocage. Ballottés entre intérêt particulier et intérêt public, les arbres sont difficiles à défendre. Sauf peut-être quand c'est sur eux que repose la prospérité d'un village. Il existe un arbre en France que personne ne veut voir mourir. Il se trouve en Normandie, dans la commune d'Allouville. Un chêne qui a pris racine au Moyen-Âge, il y aurait 1200 ans. Au fil du temps, les habitants lui ont fabriqué une sorte d'armure, des tuileaux de bois pour protéger son tronc. Avec son look de château hanté, il attire touristes et curieux. Son tronc creux abrite 2 chapelles construites au XVIIe siècle. Il ne tient que grâce à une structure en métal. Depuis plus de 100 ans, ce lieu de dévotion ne survit que grâce à l'intervention de l'homme. Dans le village, tous les commerces portent son nom. La boucherie du chêne, la pharmacie du chêne, le bistrot du chêne et à l'épicerie du chêne, on vend des produits à son effigie. L'emblème de la commune fait l'objet de toutes les attentions. Le maire a créé une commission spéciale consacrée à sa santé. Elle se réunit une fois par trimestre, comme ce jour-là. Le chêne est un petit peu malade dans différents endroits. L'arbre a même son médecin, Monsieur Rohr. Ce retraité de l'Office national des forêts veille à son chevet depuis 30 ans. Même si cet arbre fait du bois mort, c'est normal pour son âge et la difficulté de monter de la sève à 1200 ans, c'est pas facile. Et donc lui enlever une partie même de sa structure, le stress. Et ces branches mortes, si elles ne sont pas dangereuses, autant les garder. Ça fait partie de son ensemble. Très bien, donc on va regarder tout ça en détail. Pour l'instant, c'est une entreprise Boivin. La mairie consacre au chêne entre 4 000 et 8 000 € par an en moyenne. Un gros budget pour la commune. Ce jour-là, l'arbre s'apprête à subir une petite opération, un lifting de printemps. On voit bien, il y a une partie là qui est morte là, et l'autre qui va de l'autre côté. Ouais. Kevin, l'élagueur du village, va tailler les branches les plus fragiles, sur les instructions du médecin de l'arbre. Il a atteint la branche morte, il va tester un petit peu sa solidité. Il va regarder toutes les parties altérées du bois et voir jusqu'où il peut aller pour couper sans toucher du bois sain. Là, c'est une branche qui a été enlevée par le vent, qui a cassé avec le vent. Du coup, ça avait vraiment fait une grosse plaie ouverte, là. Et là, c'est pas terrible. Je ne sais pas depuis combien de temps il y a ça. Là, ça, c'est pas terrible. Des insectes pourraient s'introduire dans le chêne. Avec un tel arbre, hors de question d'utiliser une tronçonneuse. Voilà. Là, c'est plus flagrant. On voit bien que là, on a une partie qui, structurellement, reste à peu près convenable. Mais ici, tout ça, c'est du bois pourri.
À part quelques petites blessures, le chêne semble en bonne santé. Et cette année, la plupart des interventions ne seront que d'ordre esthétique. Même si il a subi les assauts du temps, les assauts de la pollution, les assauts des constructions au niveau de ses racines. Et voilà, il est toujours là. Il est toujours là. Ça impose de respect quand même. Malgré son grand âge, rien ne menace vraiment la vie du chêne. Le petit village d'Allouville espère le garder en vie encore de longues années.